Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Richard Amos. Bonjour. Bonjour. Député modem du Loiret qui connaît bien le monde rural, vous aurez l'occasion de nous en parler. À vos côtés, Stéphane Sanchez. Bonjour. Bonjour. Directeur de la FNSEA Grand Bassin Parisien, vous nous direz un peu, c'est quel département concerné, Grand Bassin Parisien? Il y en a 12, je peux vous faire la liste, mais non, ça va des Ardennes, la Haute-Normandie, on va dire le département, la région du centre, et puis on va dire Marne et Aube. Un très grand bassin parisien. Guillaume Lefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Seine-et-Marne et président d'Agri-Demain. Agri-Demain, c'est Agri-Demain, c'est une plateforme et une association qui a pour but d'inciter les agriculteurs à se lancer dans la communication, dans l'explication de leur métier et la communication positive d'une manière générale. Et juste à vos côtés, Eddy Fougier, que j'accueille toujours avec autant de plaisir, qui est politologue et qui a fait une étude sur l'agribashing, notamment pour la FNSEA Grand Bassin Parisien. Bon, mais on va avoir l'occasion d'en parler et puis on va aussi avoir l'occasion de savoir est-ce que l'agribashing, c'est un terme qui est connu ou pas? Est-ce qu'on se fait plaisir à en parler mais personne ne connaît? Justement, on a fait un micro-trottoir image. D'accuser les agriculteurs de polluer la planète, par exemple. Les agriculteurs nous empoisonnent avec le glyphosate. On dit que les agriculteurs vont au plus rapide pour avoir le moins de frais possible. Mais en fait, ils sont étranglés par la grande distribution. Donc voilà. Aux critiques systématiques des élevages, par exemple. L'agribashing, comme ça, je pense que c'est stupide, que ça peut faire beaucoup de mal à notre agriculture française. Le fait de ne pas protéger l'environnement et de mal élever leurs animaux. C'est le dénigrement qu'il existe aujourd'hui autour du monde agricole de la part d'un certain nombre de personnes qui le connaissent en général assez mal. Mais l'agribashing, ça n'existe pas. C'est un concept de je ne sais pas qui fait que les agriculteurs travaillent mal. C'est très négatif et ça fait beaucoup de mal aux producteurs qui ne comprennent pas du tout la réaction des journalistes. C'est un mauvais mouvement, une mauvaise musique qui tourne en ce moment, qui consiste à rendre les agriculteurs responsables de tous les maux de la société. Et donc c'est ça qui est un petit peu dommage. Mais heureusement, il y a plein de gens qui font de l'agri-acting et qui sont plutôt à vouloir communiquer, expliquer leur métier, expliquer tout ce qui est bien fait. Et quand on voit tous les indicateurs, on sait qu'on fait une alimentation saine, de qualité, en bonne quantité pour nourrir la France. Et donc c'est ça qui est rassurant aussi. Eddy Fougier, l'agribashing, de façon concrète, comment on le définit déjà? C'est le sentiment partagé par de nombreux agriculteurs sur lequel leur activité, leur pratique, notamment l'utilisation de produits phytosanitaires, l'élevage intensif, font l'objet d'attaques, de critiques assez récurrentes dans l'espace public, en particulier dans les médias. C'est ça l'agribashing. Est-ce que c'est un terme qui a été créé par les agriculteurs ou par les médias? C'est un ensemble. On a retrouvé, je crois que même le premier à avoir parlé d'agriculture bashing, c'était plutôt un sénateur, si mes souvenirs sont bons. Mais effectivement, ça a été porté notamment par la FNSEA et Christiane Lambert. Et puis c'est un terme aujourd'hui qu'on trouve dans la presse, y compris la presse généraliste, notamment dans la dernière période, et qui a été repris à son compte par Didier Guillaume. Il suffit d'aller sur le stand du ministère de l'Agriculture pour voir sur le fronton qu'il lutte contre l'agribashing. Il y a écrit en gros lutte contre l'agribashing. On a l'impression que notre ministre, c'est vraiment son fer de lance aujourd'hui. Il s'en sert même en termes de communication pour mettre de son côté les agriculteurs. Alors, oui, je peux intervenir. En fait, l'État est même victime de l'agribashing. C'est bien ça, parce qu'effectivement, ceux qui mettent en avant que aujourd'hui notre agriculture ne correspond pas aux standards, que ce soit qualitatif, sanitaire, mettent en cause toute l'architecture aujourd'hui sanitaire dont l'État est garant. Normalement, il est garant de la sécurité publique. Et donc finalement, souvent, l'État est resté très silencieux face à ces attaques. Les derniers acteurs qui étaient effectivement concernés sur les agriculteurs se sentaient effectivement un peu seuls sur le round de discussion. Il est effectivement extrêmement intéressant que le ministre se saisisse de cette question. Oui, on va être très clair. Il y a eu toute une période de traversée du désert où aucun ministre n'a vraiment pris le parti de lutter contre l'agribashing au cours de ces 2 ou 3 dernières années. C'est ce que je vous dis, il y avait un silence assourdissant sur cette question-là. Ouais. Et c'est ce qui a fait effectivement que progressivement, les agriculteurs se sentaient de plus en plus seuls face à des organisations bien orchestrées, bien analysées, qui connaissaient bien le calendrier et qui savaient attaquer au bon moment et quand il fallait. Richard Amos, comment vous réagissez par rapport à cela? Moi, vous savez, avant d'être député, j'étais chroniqueur gastronomique. Donc, j'ai passé mes semaines et mes mois et mes années à défendre, je dirais, les petites productions agricoles. Mais dans leur
dans leur globalité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut discuter sur l'agribashing, mais il faut mettre en face le love agri, l'agri-love. C'est-à-dire, manger, c'est pas anodin. Et donc, comme je le dis souvent, si on avait réglé le problème de manger par des pilules, on aurait mangé une petite pilule le matin, une le soir, une l'après-midi, puis le soir, peut-être une pilule bleue pour les plus vieux. Mais c'est pas ça, manger. Manger, quand nos paysans ils font un produit, n'oublions pas que c'est du plaisir qu'on a en bouche, c'est le goût. C'est-à-dire que quand on a aujourd'hui des camemberts AOP qui sont au lait cru, c'est parce que quand je mange ce camembert-là, je mange un bout de France, je mange un bout de terroir. Et donc, je pense qu'il faut retrouver l'envie, le goût. Et je crois que c'est parce que ça va parler. Alors, il y a toujours des gens, notamment dans les extrêmes, qui cherchent toujours à être contre quelque chose. Et ils vivent de ça. Ils s'auto-alimentent sur ce sujet-là. Et donc, je pense qu'on a une très, très belle agriculture. On a des produits qu'on a envie de partager. Et manger, c'est aussi partager entre amis. C'est aussi la table dimanche avec sa famille. Et donc, c'est l'agriculteur qui nous permet ça. Et donc, il faut simplement dire ce qu'on fait de bien. Et donc, je pense que la meilleure réponse, moi j'ai dit ce matin, j'étais avec les GIA de mon département, on va faire un grand barbecue à Orléans, eh bien, on va faire goûter de la viande. Et donc, moi, on peut commenter l'agribashing, bien évidemment, avec des instrumentalisations éventuellement politiques pour certains. Moi, je crois qu'il faut la preuve par l'image, c'est-à-dire la preuve par l'assiette. Et donc, je pense que quand on voit ce qu'on produit, ce que produisent nos territoires, ce que produisent nos paysans et nos agriculteurs et nos agricultrices, eh bien, je pense que l'agribashing va s'éteindre de lui-même. Parce qu'on a un pays merveilleux, on le voit aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire, ces fromages particuliers, ces races de viande qui sont différenciées. Et donc, il faut défendre ça. Et c'est vrai que le paysan qui, et on le rappelle quand même, gagne pour la moitié d'entre eux moins de 350 € par mois. Il y en a encore qui se suicident tous les 3 jours. Il y avait le prix, il y avait son revenu. Mais il y avait aussi, on le voit bien dans nos territoires, il y avait aussi les paysans qui sentaient qu'ils n'étaient plus reconnus comme étant un élément favorable à la société française. Et donc je pense que cette fierté d'être paysan, eh bien il faut que nous on les aide et que tout le monde les aide à le retrouver parce qu'on a nos produits, parce qu'à la fin, c'est bien le goût, c'est ce qu'on met dans la bouche et c'est le plaisir de manger. Guillaume Lefort, Richard Amos disait faire la preuve, vous faites la preuve en ouvrant la porte de vos exploitations. Oui, on ouvre la porte de nos exploitations. Avec Agridemain, on essaie d'accompagner un maximum d'agriculteurs à devenir ambassadeurs de leur métier, d'être les meilleurs communicants. Aujourd'hui, qui est le mieux placé pour communiquer sur son métier que les agriculteurs eux-mêmes? Et donc l'idée, c'est bien de pouvoir leur amener des outils pour pouvoir communiquer. Donc soit en ouvrant leur ferme, et on appelle ça, nous, on n'a rien réinventé. En fait, on a essayé de décliner la fête des voisins en fête des moissons et des récoltes, de manière à communiquer déjà localement, à ouvrir la ferme, à laisser les enfants monter dans la moissonneuse-batteuse quand elle a arrêté après la moisson, qui voient la technologie, qui voient tout ce que l'agriculture apporte à la société, en termes de nourriture bien sûr, parce que c'est quand même notre premier métier, mais également en termes d'emploi, en termes d'innovation, en termes de protection de l'environnement, et c'est ça qui est essentiel. Le ministre de l'Agriculture, il est à contre-temps là, parce que maintenant il faut être positif, il faut aller plutôt de l'avant. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de dire halte à l'agribashing? Mais en fait, derrière ce terme agribashing, dont Eddy l'expliquait juste avant, il y a tout un mécanisme de compréhension un petit peu qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire de qui on parle et comment ils actionnent les leviers qui font que les gens se trouvent finalement, le consommateur final, dans l'émotion. De qui on parle? On a des associations spécialisées, d'accord, dont l'ADN est de traiter un sujet. On parlait effectivement des antispécistes, mais on parle aussi d'associations qui sont contre les phytos et contre toutes sortes de produits. Et c'est vraiment leur ADN. Vous avez des journalistes qui ont une certaine forme de militantisme, qui utilisent le vecteur journalistique pour faire passer des messages. Vous avez des acteurs de la société civile qui d'un seul coup se mettent en avant et voient l'opportunité médiatique. Tous ces gens-là, en fait, qu'ils le veulent ou qu'ils ne veulent pas, participent à des courants de mise en avant de points négatifs. Et puis, vous avez l'État qui essaye péniblement de sortir de tout ce marasme. Et ce qu'il faut quand même reconnaître aujourd'hui, c'est que ce terme, qui est un anglicisme certes, mais qui représente aujourd'hui une tendance très forte, enfin est reprise. On n'en avait pas entendu parler avec le ministre précédent, enfin est reprise par ce nouveau ministre qui a vraiment la volonté d'expliquer qu'il faut arrêter de se faire du mal. On a le système le plus durable en France, qui est encore reconnu par la revue Vie économiste. C'est pas nouveau, on le sait. On a notre alimentation qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. On se tire une balle dans le pied en permanence. C'est typiquement français. Et enfin, on va mettre en avant ce qui est positif par une communication positive pour dire aux consommateurs, arrêtez la ficelle est trop grosse, arrêtez d'avoir peur. Richard ?
Alors, c'est vrai, mais il faut aussi répondre aux consommateurs. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille qui a 15 ans, elle a vu des vidéos, j'y peux rien, elle regarde son portable, il faut que je lui apporte une réponse. Et il ne suffit pas de lui dire, t'as pas le droit de dire, t'as pas le droit de penser. Quand les gens pensent qu'il ne faut pas de glyphosate, il ne suffit pas simplement de répondre que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que la vraie difficulté, c'est à la fois de vraiment échanger. C'est-à-dire qu'il y a un vrai courant sociétal, on est passé de la logique de la fourche à la fourchette, de la fourchette à la fourche. Ça veut dire que c'est le consommateur qui va décider les productions. Après-guerre, les paysans, ils ont répondu au cahier des charges, il fallait produire beaucoup et à pas cher. Aujourd'hui, avec le smartphone, vous avez des applications, il y en a une qui a été téléchargée à plus de 6 millions de fois. Yuka. Eh bien, c'est le consommateur qui va décider la production. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le consommateur, il veut la transparence. Et ça ne veut pas dire qu'on est dans l'agribashing. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus opposer. C'est-à-dire que pour lutter contre l'agribashing, il ne faudrait pas dire qu'il y aurait ceux qui ont raison, qui ne voudraient pas de pesticides, et ceux qui auraient de raison de l'autre côté parce qu'eux, ils en veulent. C'est plus complexe que ça. Mais il ne faut pas non plus, voyez, que les agriculteurs ne se cachent pas derrière la réalité. Le consommateur, il aura l'information, il aura l'application qui lui permettra demain de lui dire est-ce qu'il y a eu du glyphosate dedans ou pas. Et moi, ce que je dis, c'est que ce qu'on impose à notre agriculteur, il faut pouvoir avoir des produits qu'on importe qui aient les mêmes normes. Parce que la vraie difficulté, c'est qu'on ne peut pas imposer des normes encore plus dures, même si c'est une demande consommateur, si demain et aujourd'hui on importe des produits sur lesquels on a mis des contraintes à nos paysans, parce que là on va finir par les faire crever complètement. Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, ça nous est égal d'importer des produits qui ont été produits dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ceux que l'on demande aux agriculteurs. Et c'est vous qui votez les lois. Ah mais on essaie de se battre, hein. Vous savez, moi, il n'y a que 2 ans qu'on est là. Hein. Vous avez vu que moi, 15 jours avant d'être... J'ai été élu il y a 15 jours. 15 jours après, j'étais avec une tonne d'oignons devant un Auchan et j'ai déversé une tonne d'oignons avec ma facture de mon paysan à 7 centimes, revendue 2,49 €. Il y a un mois, j'ai été porté de l'éblis que Carrefour, du jour au lendemain, avait des référencés de tous les carrefours de France. Et j'ai été avec les caméras pour pouvoir le remettre dans les rayons. Donc oui, il faut se battre, mais c'est pied à pied. Et je crois qu'il faut être courageux. Alors, des fois, les politiques sont courageux. Ce que je crains le plus, c'est les technos dans les ministères, moi. C'est-à-dire, ces technos-là, avec de temps en temps, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe sur le terrain. Ils ont fait des grandes écoles, ils veulent des trucs qu'on modélise sur le territoire. Mais quand on a une agriculture qui est de montagne, c'est pas pareil qu'une agriculture de plaine. Et les choses sont différenciées. Donc, il faut à la fois que le politique reprenne la main. C'est ce qui se passe, je l'espère, avec le ministre actuel. C'est-à-dire faire de la politique et surtout faire en sorte que la France ait une autonomie alimentaire. Et c'est ça. Et on ne doit pas nous imposer de l'étranger des modèles qui ne sont pas les nôtres. Imaginons aujourd'hui sur le stand ici, on a des produits parce que les contrats, moi je ne voterai pas le CETA ni le Mercosur, je l'ai dit et je suis dans la majorité présidentielle. Mais on a un produit qui, quand on va dans le supermarché, on a une pizza, elle a le logo français sur la face de la pizza, et parce qu'elle a été assemblée en France, il n'y a aucun produit qui vient de France, il n'y a aucun produit même qui vient d'Europe, et on a le droit de mettre le logo français. Donc oui, il y a des combats à mener, parce qu'il faut pouvoir faire en sorte que le consommateur, il aime l'agriculture, on le voit sur le salon, mais il puisse avoir la transparence de l'information. Guillaume Lefort. Oui, juste pour réagir à 2 de vos sujets. Moi, il y en a un qui me va très bien, et il n'y a pas de souci là-dessus, c'est repartir de la fourchette à la fourche. Ça s'appelle aussi à un moment donné l'économie de marché. À un moment donné, on est des chefs d'entreprise. Si le marché il prend une tendance, on s'adaptera à la tendance. Mais ce qui est important, c'est que c'est bien que le consommateur ait des intentions de consommation, mais il faut qu'il ait l'acte de consommation aussi. Parce que hélas, quand on fait un sondage entre ce que les gens veulent et ce que les gens achètent, il y a quelques différences quand même. Donc ça, c'est un petit point important quand même et pas à négliger. Et le deuxième point, et peut-être en revenir plus sur la partie agribashing, et là, comme vous dites, votre fille, elle veut plus de glyphosate et je peux la comprendre. Mais à un moment donné, notre rôle aussi, c'est de pouvoir aller expliquer un certain nombre d'actes agricoles, de pratiques agricoles, de techniques, et aller répondre à des mensonges qui sont faits par certaines associations qui veulent vendre d'autres produits et qui mentent à la population. C'est qu'à un moment donné, il ne faut pas tout mélanger et d'aller raconter des mensonges. C'est notre rôle aussi de pouvoir aller expliquer, et à l'État aussi et à toutes ces agences, d'aller expliquer la véracité des choses, de faire des vraies études et non pas des interprétations de certaines associations qui veulent aller vendre d'autres produits qui sont sans ou avec d'autres choses. Et c'est ça qui est important, c'est de rétablir la vérité
vérités. Et le rôle des médias et des agences gouvernementales, c'est bien de rétablir ces vérités. Et aujourd'hui, on a du mal à avoir ces vérités rétablies. Et moi, j'aurais voulu répondre aussi par rapport à l'État. Et j'adore voir le panneau Stop à l'agribashing sur le temps du ministère. Et c'est vrai que le ministre le répète assez souvent. Mais moi, j'aurais envie de lui dire, c'est bien de le dire. Maintenant, il va falloir peut-être des actes derrière. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de belles paroles, mais ce qu'on voudrait, c'est des actes. Et aujourd'hui, on en est arrivé là aussi, c'est parce que l'État, je pense, n'a jamais voulu tomber dans l'agribashing, mais ses actes et ses paroles ont pendant longtemps incité à l'agribashing de par l'opposition des systèmes. Et aujourd'hui, nous, notre rôle, c'est bien de rassembler les systèmes. La première force de l'agriculture française, c'est notre diversité. Et ça ne sert à rien de vouloir opposer le bio au conventionnel, la montagne à la plaine, le petit au gros. C'est cette vraie diversité qui est notre première force et notre première richesse de l'agriculture française. Et ça, il faut le rappeler. Et notamment, quand on parle effectivement du rôle de l'État, c'est vrai qu'on a eu, notamment l'État vis-à-vis de l'ANSES, un silence assourdissant, là encore une fois, je répète ce terme-là, parce que l'ANSES a été mise à mal par des détracteurs, souvent à tort, parce que c'est une agence qui a une expertise scientifique et dont le ministère de l'Agriculture se sert pour toutes ses homologations. Lorsque le ministère ne dit rien et que l'ANSES se fait attaquer, c'est un sentiment qui est terrible pour les agriculteurs. C'est-à-dire que fait l'État C'est l'outil même qui met en avant, c'est toujours le rapport entre la science, les médias, et puis derrière, maintenant le judiciaire qui s'y met, lorsqu'ils ont des décisions de justice qui vont à l'encontre des décisions scientifiques, là aussi ça pose de réels problèmes. Donc l'État a un rôle central d'arbitre et qu'il ne faisait pas jusqu'à présent. Alors maintenant, je fais raison, on a eu des paroles, c'est le premier étage de la fusée, on attend le deuxième étage, c'est-à-dire des prises de position concréto-concrètes. Eddy Fougier, vous y croyez vraiment au fait que le ministre va lutter contre l'agribashing? Est-ce que réellement, dès qu'il va y avoir quelque chose qui va être négatif sur l'agriculture, il y aura un communiqué de presse en disant « Attention, je suis contre ce qui a été dit » ? A priori, le ministre a l'air sincère. J'entendais le président du Sénat, Gérard Larcher, il y a quelques temps, qui expliquait que le ministre était véritablement sincère dans ce qu'il disait. Est-ce qu'il a les moyens politiques, effectivement, de faire ce qu'un certain nombre d'agriculteurs attendent? C'est une autre question. Quand on regarde les sondages et on s'aperçoit que la troisième mesure la plus populaire depuis que le président Macron est au pouvoir, c'est le glyphosate, l'interdiction programmée du glyphosate, effectivement, à un moment donné, c'est bien d'attaquer les technocrates, mais les politiques regardent aussi les sondages et ils sont pas... personne n'est masochiste de ce point de vue. Donc, c'est tout un ensemble et moi j'ai le sentiment que malheureusement tout le monde est plus ou moins perdant il y a une fausse idée qu'il va y avoir des gagnants, par exemple la distribution bio, par exemple l'agriculture certifiée bio. C'est pas nécessairement le cas parce que on le voit bien qu'aujourd'hui sur ce marché c'est la grande distribution qui va faire le là et c'est en partie des importations étrangères avec une garantie relativement souple de la production, de la qualité de la production. Même chose par rapport aux véganes et à la question de la viande. On le voit bien aujourd'hui que ça va plutôt bénéficier à des marques qui vont en profiter pour faire des marges sur de la production végétale plutôt que vendre de la viande et éventuellement à des substituts de viande, à ceux qui vont faire de la viande à base de cellules souches et qui vont remettre en cause potentiellement l'ensemble de l'élevage dans le monde. Donc là, on est plus sur du perdant-perdant que sur l'idée que ça va bénéficier que le crime, entre guillemets, va bénéficier à quelqu'un. Richard Amos, on part battu face à la grande distribution. On le sait, on avait Jean-Baptiste Moreau ici. Il avait du mal à dire que le fait qu'il n'y ait pas de coercition dans sa loi permettait le fait que sa loi fonctionne. D'abord, la grande distribution, c'est aussi le consommateur. Moi, j'ai dit à Michel-Édouard Leclerc, dans l'hémicycle, qu'il était responsable à titre personnel du suicide de nos agriculteurs parce qu'il avait fait croire à 3 générations que bien acheter, c'était acheter pas cher. Et donc la responsabilité, sa responsabilité est très importante. Et donc non, il y a pire que la grande distribution. Et pourtant, vous savez comment je les combats. Il y a ce qui arrive, c'est-à-dire l'ouragan qui arrive avec Amazon et Alibaba. Et aujourd'hui, la grande distribution, ils ont l'obligation de retrouver du sens dans le magasin parce que sinon, ça va leur échapper. Et donc, il faut qu'on impose à la grande distribution, mais nous, les politiques, les agriculteurs, les consommateurs, le fait de retrouver du sens. Parce que le moins cher, on va le retrouver avec Alibaba et Amazon. Et donc, on voit bien qu'il y a peut-être, je dirais, quelque chose à attraper en commun auquel avec les agriculteurs, d'ailleurs on le voit dans les magasins, alors c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, ils mettent la photo à l'entrée d'un agriculteur en disant regardez, je suis en proximité, etc. En volume, ça ne représente rien.
mais ils ont besoin de retrouver du sens, et je pense qu'on a quelque chose à attraper avec eux. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que moi, vous savez, j'ai été dans ceux qui ont posé un amendement sur le glyphosate. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord pour le glyphosate que je fais de l'agribashing, qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas parce que je pense que sur le bien-être animal, et moi je suis un mangeur de viande, pour le bien-être animal, je pense qu'il faut mettre une caméra et de temps en temps pouvoir que ce soit le procureur de la République qui regarde l'image, que je fais de l'agribashing. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on a le droit d'avoir des opinions divergentes. Et ce que je regarde moi, c'est à la fois où va la consommation. Je pense que par exemple sur la viande, on mangera moins de viande, mais il faut en manger de la bonne. Il faut en manger de la française, si possible. Et donc, c'est pas parce que demain je veux manger moins de viande que je ferai de l'agribashing. Donc attention à ne pas opposer des gens qui aussi peuvent avoir des opinions qui sont différentes. Et nous les députés, vous savez, on n'a pas beaucoup de pouvoir au Parlement, mais on a un peu d'influence, mais on a la chance d'être un morceau du territoire français, comme vous, les agriculteurs, sur vos territoires. Et donc moi, je sens ça. Vous savez, tous les 15 jours, je suis sur un territoire en France pour voir des agriculteurs, des transformateurs et des distributeurs en France. Tous les 15 jours. Et je sens qu'il y a une demande de consommation. Alors il faudra que le consommateur soit prêt à la payer. Et il est prêt à la payer. Et il est prêt à la payer si on ne lui ment pas. Quand Michel-Édouard Leclerc vend un saucisson bas de gamme, il a foutu du sucre dedans pour retenir de l'eau et il vend de la viande au prix de la flotte. Et donc, quand c'est qui le patron décide de dire voilà combien tu es prêt à payer, toi, consommateur, pour que mon paysan il soit bien rémunéré, on en est, je crois, à plus de 56 millions de litres vendus. Et donc, je pense qu'il faut que cette information-là, elle ne soit pas captée par les grands coquins qui sont la grande distribution, qui n'ont pas intérêt toujours à vouloir bien informer le consommateur. Richard Amos, merci beaucoup, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici débattre de cette question, et puis surtout, merci à vous.